Bonjour. Ah ouais, je sais que je suis en retard aujourd'hui, je ne voulais même pas faire de live. C'est parce que vous êtes nombreux à m'appeler, alors j'ai donc tenu à venir pour qu'on discute juste un tout petit peu. Honnêtement, je ne voulais pas faire de live. Alors, je vous invite à ce qu'on parle des stupidités au 237. Qu'est-ce que vous trouvez de stupide au 237? Bonjour à tous ceux qui se connectent déjà. Bonjour à Fatima. Bonjour à tous. Une stupidité consiste également à comparer le Sénégal, par exemple, la démocratie sénégalaise à la démocratie camerounaise. Oh, ça c'est Richard Bonnat. Je n'ai aucun droit sur la musique qu'il joue. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Fatima. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à Auréla Camara. Bonsoir à tous. Merci de vous connecter. Les stupidités qu'on peut rencontrer, les incongruités, les oppositions. On commence dans 30 secondes. Mais il fait chaud en tabarouette. Il fait chaud. C'est pas possible. On peut pas faire autant chaud. C'est pas possible. Bonjour Fatima. Langadef. Langadef Sognasi. Daïsi Jam. Namenalade. Namenalade trop. Je dis bonsoir à Patricio, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Nous allons ouvrir le débat. Le débat porte sur le Cameroun, l'Afrique en général. Quelles sont les stupidités que vous rencontrez en Afrique? Qu'est-ce qui vous semble stupide en Afrique? Mangifirek, Malaraode, Namenala trop, Namenala trop, Wakam, Dakar, Kafountine, Tambacounda, Ziguinchor, Dakar, Sénégal, Sénégal yep, Sénégal yep, Sénégal rek, Sénégal Berne, Niar, Sénégal rek, Mangifi rek Sognasi, Namenala de, Namenala trop, Daïsi Jam. Yanginos. Fatima. Fatima. Namenalade. Bon, je mets même la clim, ça chauffe. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent dans le direct. Parce que je vais devoir quand même couper. Je vais devoir couper. Même si j'ai mis la clim, je vais couper. On dirait que ma clim donne maintenant un seul côté. Tellement c'est fort. Sénégal Mungi. Oh, Sénégal Mungi ner. De fait ner. Sénégal de ner trop. Alors je dis bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Certains nous ont dit que les stupidités du Cameroun, c'est d'aller à une élection avec le même code électoral. Bon, c'est un avis. Nous pourrons en parler tous. Nous pourrons en parler. Nous allons laisser le soin aux uns et aux autres de se connecter. Les stupidités du Cameroun, c'est de réclamer 3 milliards de dollars à la FECAFOOT pendant qu'on a volé 3000 milliards de dollars. C'est une stupidité. Ça fait partie des stupidités. Bonsoir tout le monde. Venez, on parle des stupidités du 237. Parce qu'il est important d'en parler quand même. Les stupidités du 237, c'est de voter, de choisir, de dire qu'un coach est une brocane. Et plus tard, on choisit la même brocane comme coach de l'équipe nationale. Ça, c'est une stupidité. Quelles sont les stupidités du Cameroun, selon vous? Venez commenter, venez partager, venez en échange. C'est à vous la parole. Et on va parler également des élections présidentielles qui s'annoncent. Les élections législatives arrivent. Les inscriptions se font sur les listes électorales.
Alors, ma question pour vous, chers amis compatriotes, comment prépare-t-on une telle élection? Comment évite-t-on le piège des caciques du gouvernement qu'on a vu bien assis, bien installés à la place du 20 mai? Quelle stratégie proposez-vous? Quelles doivent être les directives à tous les militants ou à tous les sympathisants et même à tous ceux-là qui iront voter? Quelles sont les directives? Peut-on parler d'élection? Est-ce que c'est une réalité, l'élection présidentielle au Cameroun? C'est une réalité ou c'est un leurre ou c'est un mythe? On vous invite à parler. Aujourd'hui, je ne fais pas l'émission. Aujourd'hui, je ne fais pas l'émission. C'est vous qui faites l'émission. Bonsoir Clouaman, bonsoir à tout le monde. Alors, je vous invite à partager. Fatima, tu pourras venir de l'élection au Sénégal. Fatima, je t'invite, tu pourras venir nous parler des élections au Sénégal, s'il te plaît. Je vais t'envoyer une invitation ou alors tu envoies une invitation, je la valide. Comment la jeunesse s'est mobilisée au Sénégal pour faire le poids face à la Cour constitutionnelle? Comment est-ce que la population a réussi à empêcher l'armée d'intervenir? Fatima, l'expérience sénégalaise pourrait nous aider. Sognansi, Kai, Kai, Kai. Le Cameroun entier a besoin de toi. L'Afrique centrale a besoin de toi, de ton expertise. D'accord, je t'envoie l'invitation. Mais Clouaman, valide d'abord ton invitation. Clouaman t'a envoyé une invitation, valide-la. Tu peux valider. C'est vous qui faites le live aujourd'hui. Il est interactif, je vous laisse débattre, je vous laisse discuter de Cameroun-Sénégal. On aura l'expérience sénégalaise sur le plateau. Bon, il n'a pas réagi à temps, donc moi je vais inviter Fatima. Voilà, Fatima, je viens de t'envoyer l'invitation. Bonsoir Lisa, bonsoir Clouaman, bonsoir au prophète. Bonsoir Fatima. Sogna, Dangadef. Ça va? Tout direct, tout direct, tout dit. Danke, danke, rek. Sogna si. Oui, ça fait. Yanginos. Waouh. Yàlla baax na de. Tu parles bien, voilà. Yàlla baax na de. Alors, Sogna si, parle-nous un peu de la mobilisation pour cette élection qui a été historique. Comme d'habitude, les belles expériences du Sénégal. Comment la jeunesse s'est mobilisée? Quel a été le facteur? Quels sont les facteurs qui ont pesé dans cette élection de Ousmane Sonko et voilà, de Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Bon, je vais déjà faire un bond en arrière. En fait, on a commencé la bataille en 2021. Tout à fait. Quand ils ont été avec l'affaire de Adji Sarr. C'est à Oui. ce moment qu'on a commencé la bataille. Mais on va dire que c'est l'accomplissement du travail de Sonko. Parce qu'il a le terrain. Il a réussi à faire adhérer la jeunesse à son projet. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tous mis debout pour... Et puis, ce qui était bien avec lui, autant il nous poussait à revendiquer nos droits en nous faisant comprendre que la résistance est un droit constitutionnel. Et parallèlement, il nous demandait d'aller nous inscrire, surtout les primo-votants, c'est-à-dire ceux qui venaient d'avoir 18 ans ou qui allaient avoir 18 ans au moment des élections. C'était important, que c'était aussi bien important d'occuper les rues, et parallèlement, il faut qu'on aille s'inscrire. Qu'on s'inscrive massivement et qu'on soit prêt à protéger notre vote. Donc, partant, pourquoi la lutte, pourquoi elle a réussi? On va dire qu'on a dispersé nos forces. Il y avait ceux qui occupaient les rues, il y avait ceux qui occupaient les réseaux sociaux, et on a réussi aussi, la partie de la population la plus réticente,
c'était nos mamans et nos papas. Donc, on sait qu'en fait, habituellement, ils adhèrent toujours au parti au pouvoir. Mais là-bas, on a abattu un travail extraordinaire et on a réussi à les convaincre, en fait, à leur dire que, genre, vous allez partir et tout, et vous allez laisser le pays, vous allez nous laisser le pays et à nous et aux générations qui vont venir. Et genre, il faut qu'on change, quoi. Et puis, il est temps, et puis l'autre mentalité, il est temps, comme on dit chez nous, le ñëpp bokk, ñëpp jot si. C'est-à-dire le bien commun, en fait. Tout le monde doit, Très bien. tout le monde doit intégrer le truc. Ce qui appartient à tout le monde doit revenir à tout le monde, en fait. Tout à fait. Donc, en fait, il y a parallèlement aussi, au-delà du fait de nous battre pour Ousmane Sonko, il fallait qu'on fasse Macky Sall. Donc, Tout à fait. il y a beaucoup de fronts ouverts, en fait. Mais en fait, ce qui est bien au Sénégal, je ne le dis pas pour me vanter, au contraire, c'est une fierté. Mais c'est une fierté. Voilà, je veux dire, c'est une solidarité qu'il y a ici. Entre nous, on peut, mais quand il s'agit de l'intérêt commun, on forme un bloc. Et vu que c'est une population, donc c'était facile en fait pour nous. Donc on a fait un bloc pour combattre Macky Sall. On a fait un autre bloc pour soutenir Ousmane Sonko et ses alliés. Donc c'était ça en fait. Et puis de plus en plus, on s'est intéressé, les gens se sont intéressés à la politique. Il y a plein de ce qu'on appelle les ndongo dara. Les gens étaient à l'école, ils ont fait l'école coranique. Ils ont commencé à décortiquer la Constitution, donc, à jouer avec la Constitution, avec le droit. C'était, en fait, ça a suscité une curiosité. Les gens se sont intéressés à la politique. Et partant, ça a été plus facile quand les élections ont été confirmées par le Conseil constitutionnel qui a aussi joué un grand rôle parce qu'il a dit les élections vont avoir lieu. Donc, donc c'était de base, c'était le 25 février. Quand Macky Sall a repoussé, le Conseil constitutionnel lui a dit niet. Le 2 avril, ton mandat va se terminer, donc tu te débrouilles. À partir du 2 avril, tu n'es plus président, tu te débrouilles. Il a voulu jouer sur la durée et tout. Le conseil lui a donné une date. Il lui a donné la date de, je pense que c'était après le 25 mars. Quand il s'est rendu compte que dans une impasse, il a été obligé de retenir le 24 mars. Donc, comme ça. Alors, quand on va faire les élections, déjà on était préparés. Il y avait aussi la diaspora aussi. Hein. La diaspora, il faut que je le... La diaspora était très active. Non, la diaspora a joué un gros rôle. Dans notre lutte ici au Sénégal, la diaspora nous a financés. Donc c'était la diaspora qui envoie de l'argent, qui envoie de l'argent. Et puis il y a aussi le parti PASTEF. Le parti PASTEF s'est beaucoup mobilisé par rapport aux détenus politiques, par rapport aux blessés, parce qu'il y a beaucoup de blessés, par rapport à ceux qui sont morts sur le champ de bataille. Par exemple, moi, je n'étais pas dans la rue, je ne pouvais pas. En fait, on s'était organisé, on préparait des beignets, on préparait des jus, on allait disposer ça dans des coins de rue. Donc, tu vois, les gars, quand ils se sentaient fatigués ou voulaient faire une pause, ils venaient, ils prenaient un sachet de beignets ou une bouteille de jus. Donc, chacun participait à sa manière. Donc, c'était ça. Donc, et puis, la diaspora a fait un travail extraordinaire sur le plan international. Ils ont réussi à créer un lobbying là-bas, à faire voir le vrai visage de Macky Sall, en fait. Que le démocrate qui se fait appeler, ce n'est pas un démocrate, c'est un tortionnaire qui est en train de martyriser son peuple. Et ça aussi, ça a beaucoup joué. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est une combinaison de toutes ces forces qui a fait que, genre, on a réussi, quoi. On a réussi à faire un bloc et tout. Et ce qui nous a permis d'avoir la victoire, en fait. Merci beaucoup pour cette expérience que tu partages avec nous. Alors, une question pour toi comme ça. Est-ce qu'il est envisageable qu'un président de 42 puisse faire 42 ans au pouvoir au Sénégal?
Parce que quand je réponds souvent à cette question, on dit c'est parce que j'aime trop le Sénégal. Mais toi qui es sénégalaise, est-ce qu'un président peut faire 42 ans au Sénégal? Non, jamais. Je pense même pas. Parce que moi, depuis que j'ai connu quoi? J'ai connu depuis ma naissance, j'ai connu la fin de Abdou Diouf. J'ai connu Abdou Oui. Diouf. Donc peut-être même, par exemple, il paraît que Senghor, il a fait 20 ans, Abdou Diouf, il a fait 19 ans, et même ça, c'est même pas envisageable. C'est même, tu fais mandats, tu fais deux mandats, et puis tu pars, quoi. Si tu veux, tu reviens, mais c'est même pas envisageable. 42 ans, c'est même pas possible, faut même pas y penser. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour cette expérience que tu partages avec nous. Nous allons faire passer avec toi une vidéo. Là, c'est un professeur d'université. Dieu merci, il parle en français. Vous allez comprendre jusqu'à quel point ce changement est important au Cameroun et l'urgence. Vous allez voir un professeur d'université qui a d'ailleurs été chassé du parti de ce fameux président, qu'il soutient et qu'il se définit comme étant un biaïste. Donc, tellement il est fan du président Biya, qui est là depuis 42 ans, qu'on a inventé le mot biaïste. Alors, je vous laisse écouter un peu ce qu'il va déblatérer sur un plateau et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Ça fait partie de ce que nous appelions ici les stupidités du 237. Félix étudie dans la même région, centre sud et est. C'était son mes amis. Les écouteurs. Prénom, là, dans le domaine de présélection, estimé collègue, à quoi je vais vous rappeler quelque chose. Le domaine universitaire. Ça vous garde très longtemps. Je m'arrête là. Je vous en prie. Vous faites des choses. Vous le sujet de l'administration. Mais chacun de ceux, chacun de vous, vous avez regardé. Ceux que vous gardez la parole parce que c'est très important. Oui, est-ce que vous avez cité le choses que vous travaillez? Vous me parlez de la préfectorale. Vous parlez du domaine. C'est ça. Tu lui dis. Vous me demandez pour certains contrôles d'unité. C'est pour faire l'unité nationale. Il y a des grandes menaces. Cinq sont issus de la même région. C'est ensuite est, vous pouvez prendre le gouverneur qui est là, le gouverneur de la région sud, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du sud-ouest, vous pouvez prendre le gouverneur de l'est, et vous pouvez prendre les frères de la Bigmaya. Ils sont tous issus de ce qu'on appelle centre-sud-est. Sur ce plan de notre projet, ils sont issus de la même région. Maintenant, je prends le budget de la région du centre. Oui, centre-sud-est. C'est un peu de vérité. Maintenant, j'entre dans le domaine de mon frère et ami, estimé collègue Aboya. Je lui dis souvent, j'ai dit souvent que c'est vrai ce que tu disais. Le son, il n'est pas terrible. L'université. L'université de l'amour de Dieu. Le son, il n'est pas terrible, Félix. Ah bon? En fait, j'entends plus des grésillements qu'autre chose. Je sais pas pour les autres. J'entends pas. Oui, là, j'ai fermé la fenêtre. Il est du centre. Le secrétaire général de l'université de il est du centre. Le vice-recteur avait menacé. Le vice-recteur de l'université du centre, il est pas que le recteur. Le recteur du centre, il est du centre. Moi, quand on est plus peu, tout le monde est grandes écoles. Lui-même, il est du centre. L'école normale, il est du centre. L'IRIC, il est du centre. L'ESTIC, il est du centre. Et Polytech, il est du centre. Le directeur du centre, chers collègues, monsieur le recteur, vous êtes notre patron. Je vous le dis, c'est que j'ai tout continué au médecin de nous. Les 4 chefs du département de l'éducation du centre. Alors, il y a le chef du département de droit international et du centre. On a le chef du département de l'intégration et du centre. Le chef du département de politique internationale et du centre. Et là, il y a le chef du département d'économie et du centre. Ah, ok. Là, vous entendez mieux? Ouais. Je pense que j'ai saisi. Il parle du tribalisme, c'est ça? Oui. Oula. Regardez quelque chose d'encore de très grave. L'université de Douala. L'université de Douala a 11 établissements. Je vous pose,
Tous les 88 ont occupé par le centre, sud et l'est. Je vais citer. Le club de droit et du centre. À Fatou, de l'est. Le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques à Cap, mon frère, il est du sud. Le doyen de la faculté des sciences d'économie, mon frère, il est du centre. Le doyen de la faculté de lettres, il est du sud. Le directeur de l'ESSEC, il est du sud. Quand il veut, quand il veut. L'unité. L'unité fonctionnelle. L'unité opérationnelle. Vous voyez donc que je ne vais pas confisquer la parole. Donc, si le son n'est pas très bon, je vous résume en fait la vidéo. Le son n'est pas très bon, je suis désolé. Alors, il est du membre parti au pouvoir, mais on a envie de dire que de temps en temps, il retrouve un peu sa lucidité. Et il montre ici comment l'État a été est accaparé, les postes stratégiques de l'État sont accaparés par les gens qui sont de la même tribu que le président. Et hier, le 20 mai, on célébrait la fête de l'unité au Cameroun et il pose bien la question de quelle unité parlons-nous. Ton expérience au Sénégal, Fatma, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment sont répartis les postes actuellement au Sénégal? Vous avez remarqué quand même que Sonko et son équipe, ils ont réduit le train de vie de l'État. Ils ont divisé le nombre de ministres quasiment par 3. Il n'y en a pas beaucoup maintenant. Est-ce qu'il y a quand même un certain équilibre entre les grandes tribus du Sénégal? Non, déjà ici, on n'a pas de tribu, on a des ethnies. Les ethnies, Et, voilà. Voilà. Déjà, c'est plus une richesse qu'autre chose parce que ça crée des plaisanteries à cousinage, par exemple, entre les Sérères et les Toucouleurs, les Diola Exactement. et les Sérères, les Wolof et les Ndiago, etc. Et non, il n'y a pas de... Non, non, au niveau de l'État, je parle du gouvernement en général du secteur étatique, non. Ce qui a été mis en avant, c'est la compétence. Parce que déjà, pour former le gouvernement, il a pris du temps. Donc, il a pris du temps entre les consultations. Parce que déjà, pendant la campagne, on va déjà parler de ça, pendant la campagne, Sonko avait clairement spécifié que, genre, c'est pas parce que vous me soutenez que je vais vous nommer. C'est pas parce qu'on vient de la même région que je vais vous nommer. C'est pas parce que on s'est connu depuis longtemps que je vais vous nommer. Je ne vais me baser que sur le critère de compétence, peu importe d'où tu viens. Parce que l'objectif, c'est de travailler avec tous les Sénégalais. La preuve, Sonko, il est Diola et Diomaye, il est Sérère. Et le directeur de cabinet de Diomaye, il est tout couleur. Ouais. Donc, vous voyez, donc en fait, non, absolument pas. Il n'y a pas ça ici, en fait. Il n'y a pas cette division. Je posais la question pour que tu l'expliques aux Camerounais qui vont écouter cela plus tard. Parce qu'ils ont souvent l'impression que lorsqu'on critique le tribalisme au Cameroun, que c'est un cas spécifique. Non, on critique ce genre de comportement partout. Et il n'y a pas ça ailleurs. Et d'ailleurs, pour une petite information, dans les concours nationaux, ils ont institué les quotas régionaux carrément. Donc, tu peux avoir 18 de moyenne venant d'une région, tu échoues à un concours ou quelqu'un d'autre avec 9 passe parce qu'il est le premier de sa région. Vous voyez? Ce genre de déséquilibre qui fait la promotion de la médiocrité. Alors, pour finir, pour ne pas te retenir très longtemps, Fatma, dis-nous, comment est-ce que toi, en tant que Sénégalaise, tu observes, même de loin, ce qui se passe au Cameroun? Quel est le ressenti que tu as d'un peuple qui a un président qui a 92 ans et qui a 42 ans au pouvoir? Quelle est l'image que ça renvoie lorsqu'on est un citoyen libre du Sénégal? Ok. Donc, en fait, il faut dire que je m'intéresse beaucoup au Cameroun parce que j'ai plein d'amis qui vont là-bas pour des missions, pour bosser et tout. Donc, c'est un pays qui m'a toujours intéressée. Donc, je suis un peu, je dirais pas de très près, mais je suis un peu ce qui se passe au Cameroun. Parce que déjà, je suis impressionnée qu'il y ait le même président depuis 82, je pense 82, ou voilà, depuis 82. 82, c'est bien ça. Déjà, ça m'impressionne. Donc, voilà. Donc, je trouve ça dommage parce que déjà, moi, je suis très, comment dire, je suis très ouverte culturellement. J'ai une curiosité culturelle, en fait. Déjà, je bosse dans une multinationale, donc ce qui veut dire qu'il y a une grande interaction
il y a un environnement où là où je bosse, il y a 52 nationalités. Donc, on y trouve des Européens, des Américains, des Africains et tout ça. Donc, j'ai cette curiosité, en fait. Et quand je vois ce qui se passe au Cameroun par rapport géographiquement, déjà, c'est un grand pays. Je pense que ça fait quoi? Ça fait 2 ou 3 fois le Sénégal. Et avec cette richesse culturelle, je trouve ça dommage, en fait. Je veux dire, pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité de faire la différence dans l'intégration, en fait. Je veux dire, moi, je suis avec ma culture, j'ai en face de moi quelqu'un qui a une culture différente. Pour moi, ça, c'est une richesse, en fait. Et je trouve dommage que ce soit, comment dire, source de fractions, source de tribalisme. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est un truc et je pense que ça, c'est le travail de la jeunesse, en fait. Je veux dire, c'est vrai, par exemple, moi, dans ma culture, ma grand-mère, elle était, je sais pas si tu es au courant, mais au Sénégal, il y a les castes, ce qu'on appelle les castes. Je veux dire, il n'y a pas d'ethnie, mais il y a les castes, en fait. Par exemple, moi, je suis issue d'une caste qu'on appelle les torodos, les nobles. Mais par exemple, ma grand-mère, elle était, genre, nous, on n'avait pas le droit de nous marier, par exemple, avec ce qu'on appelle ici les forgerons. Tu vois, ça, c'est ma grand-mère. Mais je veux dire, 3 ou 4 générations plus tard, on n'y pense plus. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est à ce moment que la jeunesse, elle est importante, en fait. Parce que tu dis que, genre, ça, c'est une façon de penser de mes grands-parents. Donc, je ne devrais pas penser comme ça. Donc, ça doit être une opportunité, en fait. Donc, ça, c'est le travail de la jeunesse. Et quand on sait qu'en Afrique, plus de la moitié de la population elle est jeune, donc ça doit être un combat de la jeunesse. Au-delà du fait de se dire que, genre, c'est à nous de nous prendre en charge, c'est-à-dire à nous c'est à nous, on doit se dire que nos gouvernants nous doivent, parce que on les paie avec nos impôts, quoi qu'on dise. Il n'y a même pas de quoi qu'on dise, on les paie avec nos impôts. Donc c'est eux qui bossent pour nous, en fait. Donc s'ils font des choses qui ne sont pas normales, on doit être en mesure de leur dire, hey, stop, c'est mon employé, quoi. Et si je vois en même temps, par exemple, si je prends le